Amazon, après 28 ans d'existence, c'est 300 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 187 millions visitent le site chaque mois. En part de marché, ils ont 37,8% de tout l'e-commerce aux États-Unis et ils ont généré pas moins de 574,8 milliards de dollars de CA en 2023. Comment ils ont fait pour atteindre de tels résultats, finalement en assez peu de temps, avec une exponentialité juste hallucinante? Il y a une façon très simple de le savoir, c'est que tous les ans, pendant une bonne vingtaine d'années, Jeff Bezos, le fondateur et CEO de la boîte, a écrit une lettre annuelle aux shareholders, donc aux actionnaires d'Amazon, où il les informait de la stratégie, des évolutions, des chiffres, pour les rassurer, pour les remercier, etc. Et pour surtout les tenir au fait de la trajectoire que Amazon était en train de prendre. Et ce qui est génial avec ces lettres, c'est que il y détaille sans aucune retenue l'essentiel des modèles mentaux, des premiers principes sur lesquels il a bâti la croissance d'Amazon, il a bâti son équipe, il a bâti son produit, il a bâti son modèle économique et ainsi de suite. Et en fait, c'est une masterclass absolue, c'est un MBA, c'est un cursus entrepreneurial à part entière. Ce document est absolument golden. Le PDF est disponible en ligne, ça fait plusieurs dizaines de pages, et je vous ai condensé les 13 enseignements indispensables selon moi qui permettent de comprendre non seulement comment Amazon s'est bâti, qui peut être réutilisé dans n'importe quel domaine pour n'importe quel objectif. Le premier élément, le premier grand enseignement, c'est la notion de ce que j'appelle Product Zeitgeist Fit. Le Product Zeitgeist Fit, c'est tout simplement à quel point votre produit va être en accord avec le Zeitgeist, c'est-à-dire l'air du temps. À quel point votre produit, la valeur qu'il promet, le problème qu'il adresse, va être en accord avec les attentes, la compréhension, les appétences, les compétences du marché ciblé. C'est absolument essentiel d'avoir en tête, dans l'équation entrepreneuriale, la notion de timing. Timing d'accession au marché, mais timing de mise sur le marché aussi. Si on avait mis l'iPhone sur le marché il y a 50 ans, l'iPhone, aussi qualitatif soit-il, aurait complètement floppé. Pourquoi ? Parce que le Zeitgeist n'était pas là. Au sein de l'équation de croissance de l'iPhone en tant que produit, il y avait un air du temps qui était extrêmement fort. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toute une gamme de produits, toute une typologie d'usage qui ont pu converger pour offrir au produit iPhone un zeitgeist fort qui lui a permis d'exploser avec un très très fort momentum. Concrètement, comme le disait mon papy, coucou Pacel, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Bah c'est exactement la même chose avec votre produit. Si vous accédez au marché, si vous mettez sur le marché trop tôt, soit vous allez complètement flopper parce que ce sera beaucoup trop tôt, soit vous allez mettre énormément de temps en mode survie à attendre que l'air du temps soit plus favorable. Et ça c'est problématique. Et si vous êtes trop à la bourre, et ben d'autres gens seront positionnés avant vous et vous serez à la traîne. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que un produit dans la moyenne sur un marché en forte croissance grossira toujours à hauteur de la croissance naturelle de ce marché. Si vous êtes dis n'importe quoi, agence de prospection qui fait peu ou prou ce que font les autres en termes de qualité, donc vous êtes vraiment dans cette gaussienne des agences de prospection, pile poil dans la moyenne de ce qu'elles font, de ce que les agences font, quoi. Vous êtes ni la meilleure ni la plus mauvaise, vraiment, vous êtes pile au milieu. Mécaniquement, vous allez grossir annuellement à hauteur de la croissance naturelle de votre marché. Donc si votre marché grossit de 20%, sans trop faire grand chose en fait, votre boîte va grossir à hauteur de 20% grosso modo. Par contre, si vous êtes nettement meilleur, et ben vous grossirez beaucoup plus vite. D'où l'importance d'un bon positionnement et c'est tout le principe du Product Zeitgeist Fit. Et c'est marrant parce que typiquement Bezos, il explique pendant un moment qu'il a fait le choix de se positionner à l'époque où son Zeitgeist il était pas forcément au top. Et il le dit dans une de ses lettres, il dit "We realized that the web was and still is the world wide wait", dans le sens où ils se sont positionnés très en avant de l'explosion déjà de la bulle internet, qui leur avait mis une bonne claque à l'époque, mais dont ils ont survécu. Et en fait, tout a consisté derrière en une course contre la montre pour survivre à ce timing d'adoption d'internet en tant que zone, en tant que place de marché. Et c'est là qu'on voit l'importance du Product Zeitgeist Fit, quoi. Donc comment l'appliquer ? 3 trucs. Étudie ton marché jusqu'à en devenir un expert absolu pour comprendre quelles en sont les tendances, quelles en sont les évolutions, quelles en sont encore une fois les appétences et te positionner dessus quand ce sera potentiellement le bon moment. Surveille les trends avec Google Trends. C'est un outil extrêmement puissant qui te permet de voir un petit peu quelles sont les évolutions potentielles. Là, tu peux identifier des mouvances, soit en observation empirique constante de ce qui se passe, des grands tenants. Un zeitgeist très fort en ce moment, c'est celui de l'IA. Il y a très régulièrement des vagues comme ça. Il y a eu celui du métaverse, il y a eu celui du Web 3,
il y a eu celui du copywriting fut un temps. Voilà, il y a très souvent des zeitgeist plus ou moins longs sur lesquels tu vas pouvoir ou pas te positionner. Mais encore une fois, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Deuxième enseignement, Bezos est obsédé absolu par la satisfaction client. Il part du principe qu'un bon entrepreneur est un entrepreneur qui est tétanisé, terrorisé par son client. Son client qui est, selon lui, s'inscrit uniquement dans une relation transactionnelle avec la boîte. À partir du moment où le client trouvera moins cher ou plus qualitatif ailleurs, il ira ailleurs. L'obsession de l'entrepreneur doit être satisfaire ce client pour le garder le plus longtemps possible et éviter à tout prix qu'il aille voir ailleurs. Il a investi le plus tôt possible avec des investissements colossaux pour garantir cette pleine satisfaction et cette pleine rétention client. Son sujet, c'était pas l'acquisition client. Son sujet, c'était pas de générer un max de leads. Son sujet, c'était pas ça. Son sujet, c'était de faire en sorte de garder ses clients le plus possible parce que garder ses clients signifiait que ce qu'ils délivraient, que leurs produits, que leur marketplace était exceptionnel. Et donc, naturellement, si les gens restaient, c'est qu'ils étaient pleinement contents. Et donc, s'ils sont pleinement contents, forcément, ils en parleront autour d'eux. S'instiguera alors cet effet de réseau dont on parlera tout à l'heure, qui va de pair avec un bouche à oreille très très fort, qui fait qu'il n'y a même plus besoin de faire de l'acquisition. Les gens viennent d'eux-mêmes parce qu'ils en parlent. Et donc ça offre aussi un autre effet qui se coule sympa. C'est que forcément, vu que on dépense beaucoup moins d'argent pour acquérir ses clients, et logiquement, on a beaucoup plus d'argent pour les satisfaire avec un produit toujours mieux dans lequel on a investi toujours plus. Donc ils sont toujours plus contents, donc ils restent toujours plus longtemps. Donc la LTV, l'argent, la monétisation moyenne de chaque collaboration avec chaque client va augmenter tendanciellement. Et donc en fait, ça crée un cercle vertueux qui n'en finit plus de générer du cash et de la valeur à tous les étages pour tout le monde. Comment l'appliquer? Mets en place une méthodologie de mesure de ta satisfaction client avec des NPS, par exemple, Net Promoter Score, avec de la recherche utilisateur régulière. Parle à tes utilisateurs le plus souvent possible, pas seulement par formulaire interposé, mais par appel directement. Forme tes équipes et forme-toi toi-même à la récolte régulière de feedback avec tes utilisateurs. Chaque interaction est une opportunité de recueillir du feedback qui va te permettre d'améliorer tout ça. Il n'y a rien de plus précieux qu'un feedback client. Réduis au maximum la friction entre tes clients et ton customer success, c'est-à-dire la part de ton équipe en charge de résoudre les problématiques, les frictions rencontrées par tes clients dans l'utilisation de ton produit et dont le rôle est de rendre tes clients successful dans cette utilisation. Tu vas aller voir un petit peu ce qui se fait du côté des solutions alternatives à ton produit. Tu vas regarder quelles en sont les frustrations principales, quelles sont les frustrations principales rencontrées par les gens qui les utilisent. Et en fait, tu vas utiliser ces observations pour améliorer ton propre produit. Faire en sorte que toi, ces frictions-là, tu les aies pas. Tu vas enregistrer tous tes appels aussi avec des outils d'enregistrement systématiquement pour pouvoir analyser tout ça. Il y a un outil génial qui s'appelle Mojo.ai qui fait ça. Banger absolu, je te le recommande très fortement, très chaudement. Tu vas traquer ton site, tu vas traquer le plus de choses possible pour voir ce qui se passe sur ton site. Google Analytics, Segment, Hotjar, Smartlook, tout ça, c'est des outils qui vont te permettre de voir un peu comment les gens utilisent ton produit. Et tu vas être à l'affût des signaux faibles. Regarde les réseaux sociaux, regarde comment les gens parlent de ton produit, regarde ce qui se passe en commentaire, regarde les DM que tu reçois, les mails que tu reçois, sois le plus à l'affût possible. Tout ça, ça va te permettre de quantifier ta satisfaction client, à savoir que un client content, soit il en parle pas de ton produit, soit il en parle à une personne. Un client extrêmement satisfait va en parler peut-être à 3 personnes. Un client déçu, il va en parler en mal à 5, 10, 15 personnes. Le bouche à oreille négatif ira toujours beaucoup plus vite que le bouche à oreille positif. Faut jamais l'oublier. Troisième, la profitabilité comme prérequis. L'obsession de l'Internet mondial à l'époque et de toute la startup nation intergalactique circa 2000, c'était le CA, c'était la croissance, c'était à quelle vitesse on allait prendre des parts de marché et ainsi de suite, et c'est toujours le cas, c'est toujours le tropisme un peu global aujourd'hui, même si on en revient en période un peu récessive. Bezos, lui, a très vite réussi à concilier à la fois une ambition de croissance très forte, parce qu'il fallait aller très vite, ils étaient en mode blitzscaling en fait, c'est-à-dire l'objectif de prendre le plus de parts de marché possible, mais avec toujours en tête cet objectif de profitabilité à moyen terme. Ils ont toujours été très proches de leur marge, ils ont dépensé le moins possible que dans le nécessaire, malgré des investissements colossaux, tu t'en doutes, et ils avaient une obsession, non pas seulement de chiffre d'affaires, mais de marge nette, donc l'EBITDA ou le BE, et du cash flow, c'est-à-dire du fonds de roulement, c'est-à-dire quelle proportion de notre argent est disponible à tout moment sur notre compte en banque. Tout ça étant des indicateurs de santé financière
élémentaire. Et donc lui a toujours veillé à ne pas se faire aliéner par cette course au CA, parce que CA sans rentabilité, ça sert absolument à rien. En fait, c'est une course dans une roue de hamster et on perd du temps. Comment appliquer ce truc-là, comment t'assurer de surveiller les bons indicateurs? Déjà, forme-toi sur les principaux indicateurs, ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion, calcule ton EBE ou ton EBITDA, tu appelles ça comme tu veux, mesure ton cash flow, il y a des outils comme AgiCap qui te permettent de faire ça, calcule ta marge nette, ton point mort, mets en place vraiment le plus tôt possible ces calculs-là, traque ces métriques dans la durée, augmente tes prix aussi le plus possible. Alors attendez, là je marche sur la lune. Tant que ton marché est prêt à acheter, c'est que tu peux te permettre d'augmenter tes prix grosso modo. Ne casse jamais tes marges pour faciliter une vente, sauf si tu as une contrepartie tout aussi intéressante. Contrôle tes dépenses autant que faire se peut. Quatrième enseignement de Jeff Bezos, celle de la vision à long terme. Bezos, ce qui surprend, c'est qu'il a une vraie vision qui s'inscrit sur plusieurs décennies. Quelque chose qu'on retrouve du côté de Disney aussi, où Walt Disney avait déjà en 1950, en 1960, une vision très précise de ce qu'il voulait faire avec l'Empire Disney et qui a vu le jour aujourd'hui. Donc il avait une vision à 50 ans qui était extrêmement bien structurée et construite. C'est peu ou prou la même chose du côté de Jeff Bezos. Il savait en 1998 où il voulait en être en 2008, en 2018 et en 2028. Même s'il y a toujours des petits aménagements, des petites évolutions incrémentales, grosso modo, il sait ce qu'il veut bâtir. Là où le bas blesse dans beaucoup de cas, dans beaucoup de boîtes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, autre que générer du cash à l'instant T. En fait, il a pris le temps de définir un truc que j'appelle le MVP. MVP pour mission. Il a défini ce qu'Amazon fait mieux que quiconque. Dans son cas, c'est rendre tous les produits du monde disponibles au monde entier. Donc ça, c'est leur rôle, mais c'est aussi ce qui les différencie. Leur vision, c'est ce que l'entreprise veut devenir. C'est ce qu'ils ont envie de bâtir. Dans leur cas, c'était devenir la marketplace la plus puissante du monde d'ici 10 ans. Et après, la raison d'être, ou purpose, l'impact que l'entreprise va avoir sur le monde. Donc c'est que chaque produit trouve son public. Ça, c'est un framework que tu peux et que je te recommande d'utiliser, qui va te servir, toi, à savoir où tu vas, qui va te servir à communiquer aussi à tes clients, qui va te servir dans ta culture d'entreprise pour faire adhérer tes salariés, les gens qui vont te rejoindre dans ta quête. Comment appliquer tout ça? Définis ton MVP qui peut et qui doit être évolutif, ok, que tu dois ajourner le plus souvent possible. Articule ta vision en rétro-planning pour savoir concrètement ce qui se passe à l'instant T, parce que l'objectif, c'est pas d'avoir une vision hors sol, il faut savoir comment l'atteindre. Donc cette vision, tu la transformes en plan d'action. Assure-toi que toute ton équipe soit au fait, donc communique dessus le plus souvent possible. Analyse chaque choix au travers du prisme de ta vision. Est-ce que là, ce que vous êtes en train de faire, là où vous êtes en train d'aller, est-ce que ça tend vers cette vision-là ou est-ce que tu t'en décales? Est-ce que tu te défocuses? C'est vraiment ta boussole, c'est ton étoile du berger. Et garde en tête qu'une vision est évolutive, que faut être prêt à la gommer un petit peu, à la redessiner, à en redessiner les contours, à en repenser le contenu. C'est ce qu'on appelle un pivot dans le jargon quand tu changes complètement de vision, mais c'est ce qu'on appelle aussi tout simplement s'accorder avec le réel et faire avec ce qu'on a. Hey, c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant, on a une newsletter qui envoie 2 fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt ChatGPT inédit, de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro-cours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. 5e, pour moi, c'est un des points les plus puissants de cette liste, c'est le principe de croissance en flywheel. Imagine un petit peu des engrenages qui, à mesure qu'ils tournent, vont générer de plus en plus de vitesse, de plus en plus d'énergie. La flywheel, c'est ce principe-là appliqué à une entreprise. En gros, chaque levier de croissance, chaque engrenage qui va initier un mouvement, va s'imbriquer dans les suivants de sorte à produire une énergie toujours plus quantitative, voire exponentielle. C'est exactement la même chose avec Amazon. Amazon, en fait, c'est très vite constitué en flywheel, une flywheel qui permet de créer un effet de réseau constant, avec des flux constants entre les différentes parties prenantes de l'écosystème créé. Ça va être les clients et les vendeurs. C'est le principe du marketplace. Mais pas seulement, parce que en attirant un grand nombre de sellers, un grand nombre de vendeurs, il y a une offre toujours grandissante
qui attire toujours plus de monde, un monde toujours plus diversifié, des audiences toujours plus diversifiées, qui vont générer beaucoup de trafic. Ce trafic étant monétisé par la vente de produits par les sellers à ses clients potentiels, ce qui va permettre de baisser les coûts de structure, qui va permettre de baisser les prix aussi, parce que ces effets d'échelle vont permettre d'optimiser tout ça, ce qui va rendre les prix encore plus attractifs et donc attirer toujours plus de monde et fidéliser toujours plus de monde. Et c'est là qu'on voit en fait que l'engrenage est infini et que plus Amazon gagne, plus Amazon gagne, tout simplement, parce que tout le monde y gagne. Les clients achètent de moins en moins cher, donc de plus en plus, et les vendeurs vendent de plus en plus, donc offrent de plus en plus aussi. Et c'est là qu'on crée une machine de consommation giga massive qui a plein de défauts et qui font que je ne suis pas fan d'Amazon personnellement, mais qu'entrepreneurialement, ça reste quand même très très intéressant à étudier. Donc comment l'appliquer ? Identifie dans ta boîte déjà les principaux leviers de croissance qui lui permettent de croître et ce qu'on appelle les boucles de croissance en fait. C'est-à-dire, dans le jargon, c'est les growth loops, c'est-à-dire les leviers, les actions qui te permettent de faciliter l'actionnage d'autres leviers. Un exemple tout bête, t'es une boîte de service. Quand ton client reçoit la valeur, mets en place une petite stratégie, un petit playbook qui va te permettre de lui demander une recommandation et qui va te permettre de lui faire publier un post LinkedIn pour célébrer tout ça. Tu vas aussi pouvoir enregistrer un appel de recherche utilisateur, de témoignage que tu vas utiliser pour en faire une étude de cas, en faire toute une panoplie de contenus qui vont te permettre de faciliter tes ventes suivantes. Ça, c'est typiquement une boucle de croissance très simple à mettre en place, qui demande très peu de travail proportionnellement à la valeur générée et qui t'offre des résultats exponentiels. Tu vas ensuite les amplifier au maximum et tu vas voir que petit à petit vont se mettre en place des mini exponentiels qui vont se cumuler et qui incrémentalement vont exploser tes résultats. Et grosso modo, en fait, part du principe que chaque interaction avec tes clients et de tes clients avec ton produit génère un surplus de valeur pour les clients suivants. Dans l'exemple d'une app, fais en sorte que chaque utilisation génère du feedback, que chaque feedback génère de l'amélioration continue, donc vraiment soit systématique là-dedans et donc génère une meilleure expérience. Fais pas les choses au hasard. Toute interaction est bonne à utiliser. Pour du service, ça va être, tu vas générer ta prestation, tu vas prester en fait, tu vas délivrer ton service, tu vas donc recevoir du feedback et tu vas en plus de ça, générer de la data, de l'expérience et de la connaissance, donc de l'expertise. Donc tu vas pouvoir améliorer ton service en continu. Tu vas recevoir ce feedback, donc tu vas pouvoir proposer une meilleure expérience, donc offrir de meilleurs résultats à tes clients suivants. Et en fait, tout ça repose sur l'intentionnalité que tu vas y donner. Donc pense en flywheel, pense en boucle de croissance, tout est cyclique dans une boîte. L'important, c'est de réussir à capter cette valeur, ce feedback, ce cash et de le réinvestir dans ton flux de sorte à ce que l'engrenage ne s'arrête jamais. Sixième, c'est le principe de partir d'une niche pour ensuite s'en échapper de façon très méthodique. 99% des boîtes aujourd'hui, des plus grosses boîtes, ont commencé par des niches extrêmement précises et s'en sont émancipées au fur et à mesure. C'est exactement la chose ce qu'a fait Amazon. Ils ont commencé, eux, à vendre uniquement des livres. Ils ne vendaient rien d'autre. Ils ont commencé par une première phase qui était la phase de niching. Ils ont formulé une offre, proposé une offre à une cible via un canal de distribution. Donc pour eux, c'était des livres à des gens qui aiment les livres et qui ne peuvent pas s'offrir, qui n'ont pas accès à des librairies systématiquement autour d'eux avec l'intégralité de l'offre dont ils avaient besoin, du catalogue dont ils avaient besoin, via un canal de distribution, donc leur site. Et dans une deuxième phase, ils se sont diversifiés. Ils ont commencé leur expansion. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à compléter avec des offres connexes, donc un catalogue connexe, des prestations connexes, par effet de cross-sell. Ils se sont ouverts à d'autres cibles et ils se sont mis à tester de nouveaux canaux de distribution. Et c'est là que ça s'est fait de façon progressive, méthodique, toujours sur la base de la vision et de leur mission. Toujours en accord avec ça. Donc comment l'appliquer ? Déjà, premièrement, assure-toi de résoudre un problème toujours dur, douloureux, urgent, reconnu. On en parle très souvent, mais c'est fondamental. Auprès d'une audience clairement identifiée, au moyen d'une solution efficace, compréhensible et rentable. Tout part de là. Plus ta niche sera précise, plus tu seras en mesure de la servir qualitativement. Deuxièmement, ne cherche pas à être unique de prime abord. Cherche à être suffisamment pertinent pour que tes prospects t'envisagent comme l'option la plus qualitative, tout simplement. Et dernièrement, évite le syndrome de l'objet brillant. Évite à tout prix de te diversifier trop rapidement. Évite ça. Pourquoi ? Parce que tu vas t'éparpiller, tu vas déperdir ton énergie et ça va pas être fou quoi. Septième point, il était giga méthodique au point que ça en était flippant dans ses analyses. Toutes les décisions chez Amazon sont backées par de la data qui est récoltée, compilée et analysée. Il y a une anecdote marrante qui montre à quel point la data chez eux est non seulement systématique mais aussi backée par de l'empirique. C'est que Bezos
était en réunion avec ses C-level qui se targuaient de la qualité, de la réactivité de leur customer support, donc de leur service client. En se disant, ouais, et tout, chez nous, on est ultra réactif et tout. Et Bezos, ça fait, ah ouais? Bon, on va appeler. Il a pris son téléphone, il a appelé le customer support, et ils ont mis quelque chose comme 10 ou 12 minutes à avoir quelqu'un. C'est une preuve empirique que la data, aussi essentielle soit-elle, a toujours des failles dans sa collecte. Que la data est erronée par design. Ok, par définition, la data sera toujours approximative, peu importe la qualité de la collecte, parce qu'elle est biaisée au départ dans les arbitrages qui permettent de la collecter, ne serait-ce que dans le choix de ce qu'on mesure. Donc la data est fondamentale, ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer, mais toute mesure n'est qu'une vision tronquée, voire potentiellement erronée de la réalité. Ça, faut le savoir. Donc, il faut être méthodique dans ses analyses, tout en sachant que ses analyses et sa data sont toujours partielles, sont toujours potentiellement fausses. Comment l'appliquer? Mets en place une stack data efficiente. Donc, mets en place dans le service un CRM, mets en place un outil de double écoute. Dans un SaaS, mets en place un Mixpanel, un Amplitude, un Hotjar, une stack qui te permet de traquer ta data utilisateur le plus possible. Définis des indicateurs clés de performance, des KPIs essentiels et traque-les régulièrement. Évite à tout prix une loi qui s'appelle la loi de Goodhart qui stipule, c'est une loi économique, que tout indicateur, à partir du moment où il est défini comme indicateur de performance, cesse d'être un bon indicateur. Pourquoi? Parce que tout le monde va s'optimiser, va se concentrer sur l'optimisation de cet indicateur au détriment d'autres indicateurs. Donc fais attention à ça. Et c'est pour ça que c'est important de définir plusieurs métriques qui vont se recouper. À partir de ces données-là, de cette donnée récoltée, mets en place un système de mesure, de dashboarding pour avoir un regard régulier le plus souvent possible et exhaustif sur ces métriques. Donc avec n'importe quel outil, tu as les Google Data Studio, enfin tu as plein d'outils pour vraiment avoir ce visu. Forme-toi le plus possible à la data. Plus tu seras en maîtrise de tes chiffres et en maîtrise de tes propres biais vis-à-vis de ces chiffres, mieux tu te porteras. Ce rapport-là à la data et au méthodisme avec lequel il est traité est chez Bezos contrebalancé par une vraie radicalité dans les actions. Et c'est là qu'on voit, petite parenthèse, la force des grands entrepreneurs, c'est que c'est des entrepreneurs, enfin c'est des gens qui sont très à l'aise dans leur paradoxe, qui vont être à la fois très intelligents, mais en même temps très bourrins dans leurs actions et dans leur passage, dans leur exécution. C'est des gens qui vont être très structurés, mais qui vont performer au maximum dans le chaos. C'est des gens qui vont bosser comme des malades, mais qui vont être souvent en vacances. On voit très souvent qu'il y a quelque chose de très paradoxal et qui leur va bien en fait. Voilà. C'est de ce paradoxe que découlent souvent des choses intéressantes. Amazon, ils ont ce truc très très fort qui est que ils acceptent le fait que être ambitieux, vouloir tester plein de trucs, vouloir aller vite, ça va être pair avec foirer plein de trucs. Donc ils sont parfaitement au clair avec ça. Ils cherchent pas à faire le truc parfaitement, ils cherchent à aller vite et à multiplier les apprentissages. Donc c'est toujours cet adage de mieux vaut fait que parfait. Et ils le font très très bien. Et ils le disent en fait explicitement, on n'a pas peur de se planter, on a peur de pas avoir été assez vite. Ensuite, ils ont une approche qui est très particulière de leurs produits et qui pour moi est essentielle, qui est que leur principal indicateur de qualité de leurs produits, c'est pas le design au sens esthétique de leur produit, mais c'est à quel point le produit délivre de la valeur. L'objectif, c'est pas de faire un bon produit, c'est-à-dire un produit joli ou quoi, ou qui va correspondre à certains canons, c'est de faire un produit tellement qualitatif, tellement bon, qu'il en devient irrésistible. Et on peut le voir, Amazon, le site est pas très beau. Par contre, quand ils ont tenté de le redesigner, les conversions se sont effondrées. Pourquoi? Parce que en voulant optimiser pour l'esthétisme, ils ont perdu la praticité, l'ergonomie du site qui rendait son utilisation incroyable dans une optique de consommation et d'achat. C'est pour ça que c'est essentiel de savoir ce qu'on poursuit en tant qu'entrepreneur, quelle est notre mission, quelle est notre vision et quelles sont nos armes. L'objectif, c'est pas de faire un produit parfait, l'objectif, c'est pas de prouver au monde qu'on fait un super joli truc, on n'est pas dans une dimension artistique, on est dans une dimension de génération de valeur. Il y a un autre élément, c'est la notion d'intensité. Bezos est impressionnant dans son rapport à l'intensité. Pour lui, il faut que ça aille extrêmement vite. Et il a un modèle mental que je trouve incroyable, qui est celui des 70-30. Il estime que 70% des informations suffisent pour prendre une décision. Que si tu as besoin de plus 70% des données, 70% des éléments pour appuyer un choix, c'est que tu es trop lent. Et donc ça rejoint aussi cette idée de pas avoir peur de se planter. Parce que l'objectif, c'est pas de prouver qu'on a raison, c'est de gagner. Et pour gagner, faut aller vite. Plus on ira vite, plus on aura de chances de gagner. On aura aussi des chances de se planter,
parce qu'on peut aller dans le mur, mais on peut aussi maximiser nos chances de survoler le mur. Comment l'appliquer? Fixe-toi une deadline pour chaque décision. Apprends à différencier les décisions réversibles des décisions irréversibles. La plupart des décisions sont réversibles. On peut toujours rétropédaler. Et donc, si on peut rétropédaler, c'est pas grave de prendre une décision rapide, même si elle n'est pas parfaitement renseignée. Projette chaque décision à travers 2 prismes. L'impact à court terme, donc ton effet à court terme sur tes objectifs à court terme, et l'impact à long terme, c'est-à-dire à quel point ça impacte ta vision. Et là, tout se passera plus ou moins bien en fonction de la qualité de tes choix, mais au moins, tu as les bons modèles mentaux. 11e point, c'est ce que j'ai appelé l'importance de la sérendipité comme méthode. Amazon, ils n'ont pas peur de sortir des sentiers battus, ils n'ont pas peur de tester, encore une fois, plein de trucs, ils n'ont pas peur d'allouer du budget, très souvent à perte, à l'expérimentation de trucs non conventionnels, parfois iconoclastes, avec pour objectif d'ouvrir des sentiers inexplorés. Donc ils investissent dans beaucoup de projets complètement random. Ils n'ont pas peur de prendre des risques financiers plus ou moins contrôlés, parce qu'ils ont compris que c'est en s'autorisant à tester des choses que tous les autres s'interdisent de tester par manque de ROI mesurable, qu'ils se permettent de retourner les pierres sous lesquelles il y a des diamants. N'hésite pas à, tant que le risque est contrôlé, à tester des choses non conventionnelles, prends le contre-pied de la doxa, vas-y à fond, sois ambitieux, et comprends un truc, c'est que la notion de risque, le risque est toujours très souvent surévalué par rapport à la réalité. Avant-dernier point, c'est toujours cette idée de créer toujours plus de valeur et de donner plus de valeur qu'on en reçoit. Bezos l'a appliqué de façon obsessionnelle. Son objectif, ça a toujours été de donner le plus de valeur possible à son utilisateur, quitte à renier ses marges à court terme, quitte à baisser sa rentabilité à court terme, parce qu'il a compris que c'était le meilleur moyen, c'était les meilleurs leviers pour capitaliser sur et renforcer la relation avec son marché à très long terme et gagner à très long terme. Là où les concurrents, pendant les 10 premières années, ont optimisé pour la rentabilité à court terme, ont optimisé pour le chiffre d'affaires, ont optimisé pour la croissance, au détriment de leur marché. Et aujourd'hui, leurs clients sont tous sur Amazon. Sache, en fait, déterminer à quel jeu tu joues. Est-ce que tu joues à un jeu à court terme? Est-ce que tu joues à un jeu de capitalisation à petite échelle, de capitalisation sur une temporalité courte, avec pour objectif de maximiser tes profits toujours sur ce court terme, ou est-ce que tu es là pour bâtir quelque chose sur le temps long, le temps potentiellement très long, sur plusieurs décennies, pour maximiser tes profits? Il y a un indicateur, un déterminant clé dans le succès entrepreneurial, c'est tout simplement la durée de vie de la boîte. Si tu restes dans le business pendant un temps suffisamment long, il n'y a absolument aucune chance que tu ne bâtisses pas quelque chose de significatif et de conséquent, en fait. Perso, je l'applique à différentes échelles et de façon très concrète. J'ai pas peur, avec ma boîte Skelesia, de donner gratuitement ce que d'autres font payer. Des vidéos comme celle-ci que d'autres pourraient très bien vendre sous forme d'e-book, j'ai absolument pas peur d'en faire une newsletter gratuite, une vidéo gratuite. Ne pense pas à ton bénéfice personnel, pense systématiquement à ce que tu apportes à l'audience et ce qu'elle en retire. Et le dernier point, c'est le fait de se différencier constamment dans un monde qui est toujours plus normatif. Le monde va toujours tendre à normaliser l'iconoclaste. On va toujours tendre à régresser vers la moyenne. Plus le temps va passer, plus tu vas tendre à te rapprocher de cette moyenne, te rapprocher de cette norme. Et Bezos explique que face à cet effritement naturel de ce qui te rend différent, il faut être dans une lutte constante et consciente pour se différencier, pour renouveler cette singularité. Et dans le cas de ta boîte, ça veut dire constamment réinterroger ton positionnement pour t'assurer que tu n'es pas en train de devenir une pâle copie de ton concurrent. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve avec les différents logos dans le luxe, où on voit que là où les logos il y a une trentaine d'années étaient tous très singuliers, très différents, très travaillés avec des vraies directions artistiques, aujourd'hui tendent à être de plus en plus homogènes, minimalistes et à se ressembler tous en fait. C'est limite comme si c'était des copycats les uns des autres. On retrouve ici une expression du principe de régression vers la moyenne et d'effritement vers la normalité. Comment lutter contre ça? Justement en ayant conscience, ça commence toujours par là, et en tâchant de te rendre le plus singulier, repérable possible. Et moi, j'aime bien utiliser un truc qui est le principe du contre-pied. C'est-à-dire que quand j'identifie une constante chez mes concurrents ou dans un domaine d'activité donné, je vais mécaniquement faire l'inverse de ce qui est fait dogmatiquement. C'est-à-dire que si je me rends compte que les gens sur LinkedIn adorent publier des contenus très courts, moi je vais publier des contenus longs. C'est un exemple tout bête, mais
tu as compris. Si je me rends compte que les gens adorent les vidéos ultra montées avec des explosions dans tous les sens, des jump cuts à n'en plus finir et ultra divertissantes, bah moi je vais faire une vidéo de 45 minutes, pas du tout divertissante, pour t'expliquer 13 lois sur Amazon. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, c'est très important, ça nous aide énormément et ça nous permet de savoir aussi si tu aimes ce contenu, si tu veux qu'on t'en fasse plus. Et d'ailleurs, si t'aimes ces petites vidéos qui mettent un peu les points sur les i sur l'entrepreneuriat, il y a une autre vidéo qui s'enchaîne avec un autre entrepreneur où on s'échange des vérités sur le business. Tu vas voir, c'est de la pure, on va bien se marrer. Ciao.